si vous le permettez, je dois faire les choses un peu manuellement, je suis confus, voilà. Donc, place donc à notre camarade, génial cuistot, le rat de Ratatouille. Ben oui, vous savez, il y a des gens autistes partout, je l'ai souvent dit, et si on enlevait peut-être les gens bizarres, que resterait-il du patrimoine culturel mondial, Oui. Mais commençons, si vous le voulez bien, par le commencement. En présence de deux rats, tels que ceux qui sont ici à l'écran, comment distinguer celui qui est autiste de celui qui ne l'est pas? En fait, c'est très simple. Le rat autiste a un pelage bleu. N'avez-vous pas été intrigué dans le film Ratatouille de constater que, alors même que la couleur usuelle quasiment de tous les rats, eh bien, est une sorte de brun que je n'oserais pas qualifier autrement pour ne pas être vulgaire, et comment se fait-il que l'un des rats seulement ait le pelage bleu? Voilà, début des énigmes. Mais regardons bien l'image, il se caractérise par d'autres choses également. Le rat autiste marche sur les pattes de derrière exclusivement. Pourquoi donc? Il le dit clairement dans le film. C'est pour ne pas salir les pattes de devant, lesquelles servent à la gastronomie. Voyez, donc en effet, quand vous êtes concerné par la spécificité en question, vous pouvez avoir une attention tout à fait particulière à la propreté, à l'hygiène et d'autres choses. Si le temps nous le permet, nous en verrons quelques exemples par la suite. Mais le rat autiste se distingue des autres, surtout par deux propriétés, deux caractéristiques. Premièrement, le rat autiste possède des centres d'intérêt marqués. Ah non, il n'est pas informaticien, autant que je sache. Mais il fait un peu la même chose avec la cuisine. Nous le verrons tout de suite. Et il se démarque aussi par un deuxième trait que nous verrons ultérieurement, à savoir, il a un profil sensoriel tout à fait marqué, tout à fait particulier, qui donc se retrouve très majoritairement chez nos camarades porteurs d'autisme. Donc voyons, si vous le voulez bien, tout d'abord ces traits liés au centre d'intérêt. Ah, le rat autiste Rémi, lui, il adore suivre les émissions de son chef préféré, à savoir Gusto. Lorsqu'il contemple ces émissions-là, regardons l'expression de félicité ou de béatitude qui est la sienne. Voyez, les non-autistes, pour avoir un moment de joie passager, ont besoin de claquer un pognon de dingue, comme dirait l'autre, dans des boutiques et autres imbécilités. La personne autiste, je dirais, éprouve du plaisir en apprenant. Encore heureusement que les émissions du beau chef Gusto étaient en noir et blanc, parce que les émissions agressives de la modernité, bon, c'est un tout autre débat. En tout cas, il n'y a pas que la télé pour accéder à toutes ces connaissances culinaires, gastronomiques. Il y a évidemment les bouquins. Chers amis, dites-moi, vous qui aimez les livres, je n'en doute pas, combien d'entre nous seraient-ils prêts à mettre en péril leur vie ou à sacrifier leur vie pour sauver un bouquin? Le rat autiste n'hésite pas un instant. Dès lors, évidemment, que le livre est un livre de recettes de cuisine du grand chef Gusto. Pas les autres, ça ils s'en vont bien, des autres. Oui, mais en tout cas, il est prêt à sacrifier sa vie pour sauver un livre. Ce n'est pas forcément spécifique aux gens autistes. Vous savez, à cause de mes divers, je dirais, activités de saltimbanque, je suis plus ou moins tenu, malgré mes efforts désespérés, à assister à certaines réunions des sous-comités Théodule dans les administrations centrales. Rien de plus chiant dans la vie, nous sommes bien d'accord. Mais l'un des côtés positifs, l'un des rares côtés positifs avec les petits fours, c'est que parfois on y revoit des amis. Ainsi donc, à l'une de ces réunions, un ami qui représente les personnes aveugles et malvoyantes nous avait fait un très bel exposé sur les difficultés d'accès à la lecture et aux livres des personnes aveugles. Je l'ai écouté avec grande attention et juste après son exposé, je l'ai taquiné. Je lui ai dit, vous les aveugles, vous êtes bien les seuls à vouloir encore lire des livres de nos jours, comme on appelle les autistes aussi. Mais ni à moi, nous sommes arrivés à un tel stade, j'allais dire, d'évolution
l'évolution humaine par antiphrase, ou lire des livres est considéré comme anormal. Bon, revenons peut-être à notre ami le rat. Donc évidemment, la lecture des livres, c'est une lecture de recettes de cuisine, mais ce sont surtout des heures et des heures passées à contempler les mille et un détails, si possible techniques et si possible insignifiants, pour bien connaître tous les détails dans les cuisines. Voyez, il s'agit d'apprendre le fonctionnement avec tous les détails, bien sûr, des différents outils, instruments, les rôles et fonctions de chacune des personnes présentes dans les cuisines. Voyez, ce sont des heures et des heures de lecture, de contemplation personnelle privée qui permettront au rat d'être fonctionnel le jour J lorsqu'il se trouvera en cuisine. Imaginez que pendant ces heures silencieuses et solitaires, l'un de ses parents rats vienne là le découvrir. Il se ferait sans doute engueuler violemment. À quoi perds-tu donc ta jeunesse plutôt que d'attraper la bouffe pourrie dans les poubelles comme le font les autres rats? Donc, d'une certaine façon, cette image-là m'évoque de nombreux souvenirs, ainsi qu'un nombre de mes amis autistes. Pourquoi cela? Eh bien, à cause des heures que nous avions passées durant notre tendre enfance, en compagnie, notamment, entre autres, de tout l'univers. Peut-être que cette expression ouvrira-t-elle des mondes intérieurs à certains membres de l'honorable assemblée. Ceux qui sont concernés se reconnaîtront. Vous voyez, en tout cas, c'est bel et bien par les détails de tout l'univers que l'enfance de beaucoup d'entre nous a été bercée. Et bon nombre d'entre nous, se souviennent encore de ce qu'il y avait à telle ou telle page de tout l'univers. Le rat, d'une certaine façon, est un petit peu comme nous. Et bien entendu, ceci n'est pas qu'un savoir théorique, ce savoir est mis en application lors des nombreuses séances de bricolage auxquelles le rat autiste s'adonne, pour son plus grand plaisir et pour le malheur de ses proches. Par exemple, ici, il essaye de cuisiner un bout de champignon sur une antenne de télé, pour une fois que l'antenne de télé sert à quelque chose, au-dessus donc d'une cheminée. Bon, la foudre mettra fin à ces expériences culinaires. Les parents d'enfants autistes savent à quel point certains enfants autistes peuvent être insupportablement bricoleurs. Vous voyez, bon, j'épargnerai aux oreilles de l'honorable assemblée un certain nombre de mésaventures qui furent les miennes au siècle dernier, c'est-à-dire durant ma tendre enfance. Vous le voyez, bon, puisque nous avons toutefois de grands savants dans cette salle, qu'il me soit permis d'évoquer néanmoins la question du baromètre. Qu'est donc le baromètre? Avec mes mots de béotien, il s'agit donc d'un dispositif qui mesure la pression de l'air. Traditionnellement, il s'agissait donc d'une colonne de mercure, et du fait du poids de la colonne de mercure dans un tube au sommet duquel le vide était réalisé, on pouvait estimer la pression atmosphérique environnante. De mémoire, si Alzheimer me laisse un petit répit, il s'agissait donc de quelque chose comme 770 mm de hauteur de colonne de mercure en moyenne. Bon, durant mon enfance, mes parents n'avaient pas voulu acheter du mercure pour moi. Donc j'ai dû me contenter de l'eau. L'ennui, c'est que du fait de la bien moindre densité de l'eau, la colonne d'eau requise approche les 11 mètres. Après mille et une crises, suppliques et scènes familiales dignes des pires romans, mes parents se sont résolus à m'acheter 11 mètres de tubes en plastique. Donc aussitôt, j'ai fermé à l'une des extrémités, rempli d'eau en y ajoutant un peu d'encre bleue pour pouvoir mieux visualiser le niveau
du liquide. Ce petit détail aura son importance dans quelques secondes. Donc la difficulté, bien entendu, consiste à trouver dans un appartement à plein pied de la région parisienne une hauteur sous plafond suffisante pour y installer ce type de dispositif autistique. La seule solution, après minutieux examen de la situation, s'est avéré être de suspendre ce câble ainsi que la bouteille d'eau connectée sur la façade de l'immeuble, ce qui donc fut fait à la tombée de la nuit. Hélas, cette nuit-là, un vent fort a beaucoup secoué la bouteille et a donc repeint la façade de l'immeuble en bleu, mettant fin donc hélas à mes études, je dirais, atmosphériques et autres. Pardonnez cette évocation quelque peu ancienne, je l'espère oublier des voisins, quoique je n'en sois pas très sûr, mais en tout cas, qui peut-être évoquera bien des choses à certains camarades et parents de ces mêmes camarades. Et d'une certaine façon, notre ami le rat, à force de s'intéresser non pas tellement à je ne sais quelle socialisation, mais aux objets eux-mêmes, à leurs détails techniques, et bien d'une certaine façon, notre ami le rat vit dans un univers où certains objets ont comme une sorte de vie secrète. Voyez, à force de passer, je dirais, votre enfance, non pas avec des camarades de classe, lesquels vous rejettent d'ailleurs, mais avec, par exemple, le capitaine Nemo, eh bien, peut-être que ces entités-là auront une sorte de vie mystérieuse, secrète pour vous. Vous connaissez sans doute, chers amis, au moins un film qui a été presque entièrement réalisé de cette perspective-là. Il s'agit donc de Amélie Poulain. Amélie Poulain n'est pas un film où on aurait rajouté une personne autiste. Non, il s'agit d'un film entièrement réalisé de la perspective de la personne porteuse d'autisme. C'est donc pour cela que les couleurs sont si particulières, c'est pour cela que donc Paris est si propre, ce qui est à peu près exceptionnel. C'est aussi cela qui explique un certain nombre de particularités qui avaient fait hurler les commentateurs non autistes. Le fait que, par exemple, à aucun moment les amoureux ne s'adressent la parole, l'immobilité aussi du visage concernant la personne concernée, mais surtout, eh bien, cette vie secrète des objets qui sont les véritables héros du film. Et le réalisateur, avant de s'attaquer au long métrage d'Amélie Poulain, avait fait quantité de courts-métrages, par exemple le court-métrage Foutaise, où on voyait donc des objets s'animer. C'était un vrai renversement de perspective. Et on retrouve de cela dans le film de Ratatouille. Mais avant tout et surtout, le rat autiste, comme tous nos amis autistes, est particulièrement attaché à l'ordre et à l'harmonie. Les gens non autistes, quand il faut une ratatouille, ils mélangent tout. C'est, pardonner les oreilles sensibles, assez bordélique. Par contre, le rat autiste, lorsqu'il est à la tâche, eh bien, réalise une ratatouille autiste, c'est-à-dire parfaitement mathématique, ordonnée et avec une certaine séquence de couleurs. Vous l'avez sans doute remarqué en regardant l'image, ou plutôt en voyant le film. Et c'est cette ratatouille-là, à laquelle aucun non-autiste n'avait pensé, qui fait fondre les critiques. N'est-ce pas beau, Ça, nous avons ici un apport majeur de l'autisme. L'ordre et l'harmonie sont souvent spécifiquement recherchés. J'ai nombre d'amis autistes qui sont passionnés d'une façon particulière pour les fractales. Je les comprends. Les fractales sont bien plus intéressantes que le monde chaotique urbain dans lequel parfois nous devons exister. Mais à côté de ces centres d'intérêt, notre ami le rat présente une autre caractéristique majeure de l'autisme. Il s'agit donc d'un profil sensoriel spécifique et parfaitement distinct. Malheureusement, ce soir, notre camarade Stéphanie Bonneau-Brier, qu'il faut appeler Steph, évidemment, n'est pas des nôtres, parce que ce serait elle qui nous aurait sans doute fait le meilleur exposé sur cette thématique. Vous devrez vous contenter de moi, ou plutôt du rat autiste. Quels sont donc les traits sensoriels de notre ami le rat? Eh bien, premièrement, le rat autiste a un odorat particulièrement fin.
c'est lui et lui seul qui distingue le raticide, le poison des autres aliments. Et c'est d'ailleurs grâce à cela qu'il sauve la vie de nombre de membres de sa famille. Voyez? Et c'est peut-être d'ailleurs le seul point pour lequel les membres de sa famille l'apprécient. Voyez, parce que lui seul sait deviner, je dirais, la distinction entre un poison et un aliment bon à consommer. Hein. Je connais des amis autistes, j'ai des amis autistes qui ont un odorat tellement fin, pardonnez, la phrase n'est pas forcément très correcte, mais ils pourraient se faire peut-être embaucher à la place des chiens renifleurs de drogue dans les aéroports. Vraiment, je ne sais pas. En tout cas, notre ami le rat présente aussi une forte sensibilité visuelle. Le film Ratatouille passe en revue de nombreux moments où donc la ville, ou plutôt les lumières de la ville, sont perçues dans une optique particulièrement contemplative. Et plus d'une fois, le rat délaisse le lit confortable qui lui était préparé pour pouvoir se concentrer sur la contemplation des lumières de la ville. Ah non, il ne s'agit pas d'une attitude ou d'une posture carriériste à la façon d'un Rastignac pour les amateurs de lettres qui donc s'écrirait face à cette ville, c'est ici que je ferai carrière ou que sais-je de ce même type ou de cet acabit. Non, le rat autiste est dans une contemplation esthétique de toutes ces lumières. Alors naturellement, les sensibilités les plus fortes du rat sont sur le plan alimentaire. Cela ne nous a pas échappé. Le rat présente une spécificité que bien des personnes autistes ont en plus. Oui, on est parfois un peu des cumulards, voyez, qui s'appelle, pardon pour le jargon savant, la synesthésie. Qu'est-ce que c'est que ça, la synesthésie? En deux mots, il s'agit donc de la faculté de tout voir et entendre en couleur. Par exemple, si une musique retentit ici, une personne synesthète associera à chacune des notes une certaine couleur. De même qu'elle associera une certaine couleur à chacune des lettres de l'alphabet, ainsi qu'à chaque mot. Il ne s'agit pas d'hallucination post-alcoolique, il s'agit donc d'une association stable de couleurs. Et il se trouve que le rat autiste présente justement cette spécificité aussi. Vous ne me croyez pas? La preuve en 3 images. Première image donc, le rat se situe devant la nourriture, rien de spécial ne se passe. Mais dès lors qu'il entrera en contact avec la nourriture, eh bien, les phénomènes synesthésiques commenceront. Il s'empare un peu de la nourriture, le fond de l'écran disparaît et on entre un peu dans un univers parallèle type Alice au Pays des Merveilles, Harry Potter et je ne sais quoi. C'est donc bienvenue dans le pays des synesthètes, avec toutes sortes de couleurs, etc. Donc, heureusement qu'il n'y avait pas de psychothérapeute destiné au rat. Sinon, on a diagnostiqué un trouble de la relation avec la mère. Que sais-je encore? Vous voyez, on connaissait dans le petit monde de l'autisme la mère crocodile, mais alors la mère rat, ça reste encore à explorer dans une approche, comment dire, psychodynamique. Vous voyez, Lacan, Dolto, Freud, Winnicott, toute la clique. Nous sommes bien d'accord. Donc, d'une certaine façon, ce sont ces spécificités-là qui donnent au rat son fonctionnement et qui aussi lui permettent de créer un univers. Cela s'accompagne de nombre de difficultés au quotidien. Comme on dirait en hébreu, eh bien c'est une bénédiction mais aussi une malédiction. Le fait d'avoir ce profil-là vous expose à nombre de reprises au cours d'une même journée à des moments de grande difficulté. Ici, par exemple, on essaye de chasser le rat de la cuisine en l'aspergeant d'eau bouillante. Ici, il est soumis à l'épreuve du feu. Vous voyez, ce sont des moments de grande angoisse que chaque téléspectateur a éprouvé en regardant le film. Également, le rat se distingue des autres dans sa pratique quotidienne par sa motivation.
les gens autistes, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient salariés, n'ont pas la même motivation que les gens non autistes. Par quoi donc, disons-le en toute franchise, par quoi donc sont motivées les personnes non autistes? Eh bien, ce sont les hurlements du patron qui peuvent motiver les mauvais bosseurs. Lorsque le patron vous engueule et lorsque sur son visage se lit un rictus hostile, vous comprenez qu'il s'agit de bosser davantage. Si au contraire le patron affiche un large sourire, eh bien, donc, ça veut dire que vous avez bien bossé. Pour les gens autistes, que nenni, les personnes autistes peuvent être particulièrement déstabilisées par l'arrivée d'une prime de Noël. Pourquoi donc? Parce que la prime de Noël change le niveau de votre rémunération mensuelle. D'autres camarades autistes sont particulièrement en difficulté à l'approche d'un week-end ou de vacances, puisque, en effet, si vous êtes censé travailler de, par exemple, 8 heures du matin, 4 heures du matin, s'agissant du professeur Montubert, jusqu'à je ne sais quelle heure du soir, eh bien, donc, le changement de routine peut être particulièrement déstabilisant. Voyez, donc, d'une certaine façon, eh bien, le changement de routine est considéré comme très difficile. Quand on dit ça aux patrons, ils sont parfois aux anges, où on en trouve le retour de l'esclavage, etc. Non, il ne s'agit pas de commettre des abus, il s'agit justement de repenser le principe de motivation pour offrir un cadre d'études ou un cadre professionnel correspondant au profil de chaque personne. Par exemple, le rat autiste dans le cas du film en question, eh bien, est motivé par la réalisation d'un bon petit déjeuner pour son camarade, son nouvel ami humain. Voyez, cela va être la motivation dans son cas précis, c'est la réalisation correcte de l'œuvre du centre d'intérêt en tant que tel. Vous voyez. Également, avec quelques amis autistes, nous avions discuté d'une caractérisation plus fine de l'autisme dans un cadre professionnel. Une amie avait donc résumé les travaux d'une expression simple, d'une formule redoutablement juste, à savoir qu'un autiste, ça bosse. En effet, le rat ici présent est tout petit, il est faible, d'ordinaire, il ne devrait pas être en mesure de faire la cuisine correctement dans une cuisine qui a été conçue pour des humains. Mais il fait de son mieux pour compenser ses faiblesses, je dirais, musculaires, pour trouver 1001 astuces qui lui permettront malgré tout de réussir. Et on serait étonné du nombre et de l'intensité des efforts que les gens autistes réalisent, eh bien, pour achever leur centre d'intérêt. Et c'est peut-être là absolument saisissant. Alors peut-être pour terminer mon petit passage sur Ratatouille, eh bien, vous savez, il y a un deuxième personnage intrigant dans le film, non? Ne l'avez-vous pas remarqué? Oui. Il s'agit du Gringalet. Le serveur devenu propriétaire du bistrot, enfin du restaurant, pardon. Essayons d'étudier son petit profil, un petit profil bien connu, bien de chez nous. Donc, notre camarade le Gringalet, eh bien, est à peu près aussi maladroit que moi, donc il casse tout. Il a des comportements inappropriés, vous voyez, dans la cuisine, il se tortille de diverses manières. D'ordinaire, un commis de cuisine qui se conduit de la sorte, on lui montre la porte. Bon, là, on ne peut pas le virer parce que c'est le patron du resto. Mais le point reste. D'autre part, vous l'avez remarqué, il est nul en termes de relations interhumaines. Il ne sait pas se faire obéir de ses propres troupes, de ses propres employés. Il ne sait pas gérer des interviews journalistiques. Je cherche une tournure délicate pour ce que je m'apprête à dire, mais sur le plan des relations affectives, comment dire, cela reste perfectible, vous voyez. Et d'une certaine façon, il rejoint à peu près parfaitement le profil du rat. Et c'est là que la rencontre au sommet peut avoir lieu.
Ceux qui disent que l'autisme est un handicap invisible se trompent. À mon avis, l'autisme est très visible. Sur cette image-là, le doute n'est pas permis. Trouver les autistes dans la salle, c'est simple. Il suffit de regarder. On se trompe rarement. Vous voyez, c'est un peu comme trouver nos amis chez les Chinois ou Japonais. Voilà, donc il s'agit de quelque chose de similaire. Et précisément, c'est cette proximité de fonctionnement cognitif, de fonctionnement général, je n'ose pas dire de fonctionnement humain parce qu'il y a un élément non humain dans tout ça, eh bien, qui permet un rapprochement entre deux personnes qui n'auraient pas dû se retrouver. Et c'est ça, finalement, la réelle leçon des films Ratatouille. C'est que parfois le handicap ou la différence crée des liens là où on ne s'y attendait pas. Et on pourrait réécrire l'histoire de l'humanité en mettant en avant la vertu créatrice de lien du handicap. Pour ne donner qu'un exemple, dans le conflit en Irlande qui pendant des années a ensanglanté les communautés, eh bien catholiques et protestants s'entretuaient. Quelle était donc la seule communauté qui ne se soit pas laissée déchirer par précisément ces guerres fratricides? Il s'agissait évidemment de la communauté des personnes sourdes. Il s'agit donc de passages de l'histoire que nous devrions mettre en avant. Vous voyez, peut-être que le handicap, la prise en compte du handicap permet de réaliser de fabuleuses histoires et aussi de fabuleuses recettes que nous l'avons vu avec donc la ratatouille. Mais d'une certaine façon, la société humaine pourrait être comparée à une sorte de ratatouille. Mais vous savez, les gens bizarres, les gens autistes, on les retrouve un peu partout. Le temps nous presse, donc j'épargnerai à l'honorable assemblée un nombre de digressions qui parfois sont les miennes et dans lesquelles je m'égare, simplement pour évoquer avec vous la mémoire du créateur des fameux flocons de maïs. Qui était donc le docteur Kellogg? Je pense que c'était l'un des types les plus excentriques que j'ai jamais vu. Bon, passons. C'est tout à fait intéressant de se dire que la phobie que certains d'entre nous ont de tout ce qui est gras, salé, des œufs, de l'alcool et tout ça, ne laisse comme aliment que le maïs préparé d'une certaine façon. Et tous les non-autistes ensuite rejoignent, je dirais, le train en marche et se mettent au régime autiste spontanément. C'est pas fabuleux. Mais bon, ce sera pour une autre fois, pour l'après-conférence, lorsque nous pourrons ensemble déguster les choses. Permettez-moi pour nous acheminer un petit peu rapidement à une sorte de conclusion. Je vous ai parlé d'histoire, gastronomie diverse, mais fondamentalement, qu'est-ce que c'est donc que l'université? Le terme université, eh bien précisément, fait référence à ce côté de conglomérat, de ratatouille de profils humains différents. Pour le dire de façon fort triviale, au Moyen-Âge, lorsque les gens passaient leur vie à s'entretuer, lorsque les gens dits normaux, eh bien, ne faisaient que travailler leurs muscles pour pouvoir tuer l'autre avant qu'il ne les tue, et pour pouvoir lui asséner un coup plus violent que la résistance de son casque, eh bien, il y avait une minorité de gens bizarres, les gens chelous, qui s'adonnaient aux joies de la grammaire latine et qui, au lieu de travailler leurs muscles, travaillaient les règles du supin en latin et qui collectionnaient différents bouquins absolument inutiles pour la vie quotidienne. C'est donc ces gens-là, ce petit club de gens chelous, qui se sont rassemblés dans un conglomérat en latin universitas. Vous voyez, pendant des siècles, l'université a été, comme on dirait aujourd'hui, un safe space pour gens bizarres. Je vous passerai mille et un détails, mais tel fut encore le cas, par exemple, au XIXe siècle. De nos jours, en revanche, les choses sont plus compliquées.
avec des évolutions que nous connaissons et sur lesquelles je passerai vers le milieu du siècle passé, eh bien, l'université a commencé à se transformer. Certains de mes amis auraient dit se désautistiser. Donc, d'une certaine façon, le projet Aspie Friendly consiste à redonner au sein de l'université la place qui fut la leur aux personnes bizarres. Peut-être comme cela que nous retrouverons ces idéaux des temps anciens, ces idéaux qui d'une certaine façon ont bâti non seulement nombre de découvertes scientifiques, techniques, que sais-je, mais tout simplement l'espace culturel dans lequel nous vivons. Alors pour finir, chers amis, j'ai une image à partager avec vous. Une image peut-être de l'un des plus savants futurs chercheurs de ces lieux, mais avant d'anticiper toutes ces choses, regardons ce qui se passe. Il s'agit donc, voici, de cette image-ci. Excusez, j'aurais dû mieux me préparer. Quelle est donc l'histoire de cette image? Elle est très simple. J'ai un ami autiste de très longue date, plus de 16 ans, sans doute 17 même. Cet ami autiste a dédié sa vie aux langues, donc il n'y a pas que les informaticiens, les matheux. Bon, ceci étant, vous savez, apprendre la conjugaison des verbes dans certaines langues, ça vaut largement un apprentissage des langages de programmation, en termes de complexité, mais passons. Donc cet ami autiste-là a dédié sa vie aux langues. Si vous vous approchez de lui en abordant une thématique autre que celle des langues, vous n'aurez sans doute aucune réponse de sa part. Il se demandera pourquoi vous consacrez votre vie, pourquoi vous perdez votre temps à cause de thématiques aussi stupides que les émissions de télé ou que sais-je. Enfin, vous, de votre côté, croirez peut-être que mon ami est concerné par une déficience intellectuelle caractérisée, ce qui, naturellement, n'est pas le cas. Et pendant ces années d'amitié, je me suis fait bien des soucis pour mon ami. J'étais convaincu qu'il allait devenir clochard, comme dans tant d'autres amis autistes, qu'il allait peut-être, hélas, se suicider, comme tant d'autres aussi amis autistes. Mais le hasard a bien fait les choses. Le fait qu'il soit l'un des seuls en France à maîtriser une langue ancienne très rare et qu'il n'y ait pas eu de concurrent donc pour le poste de lecteur à la fac en question, eh bien, lui a assuré une petite source de revenus. Ne faites pas d'études de lettres modernes, il y a 1000 étudiants dans la salle, c'est intenable. Faites des études de vieil éthiopien, vous serez seul avec le prof. Et donc, le prof sera au moins aussi bizarre que vous, donc il vous croira normal. Bon, ce sont mes petits conseils amicaux aux camarades autistes étudiants. Et donc, cet ami-là, eh bien, a trouvé un petit job, et à l'automne dernier, il lui est arrivé quelque chose que jamais je n'aurais cru possible. Il est donc devenu papa. Et c'est là que les problèmes commencent. Pourquoi donc commençons? Eh bien, c'est simple. À la naissance de son enfant, de son fils, âgé de quelques heures à peine sur l'image, une pensée terrifiante a envahi l'esprit de mon ami. Et si jamais son enfant n'était pas autiste? Imaginez d'avoir un gamin qui ne s'intéresse ni à la formation de l'arbre sigmatique en sanskrit védique, ni à la morphosyntaxe du proto et la mythe orientale. Comment est-ce que vous voulez éduquer pareil gosse? Donc, dans un moment de panique, il a pris cette photo qu'il a envoyée à votre serviteur. Je l'ai ensuite retransmise à d'autres camarades qui ont le regard expert. Et donc, ensemble, nous avons étudié cette photo. Dans la langue du Talmud, on peut presque dire l'assemblée des sages après délibération, blablabla. Eh bien, on a donc conclu que le tout petit aurait déjà le regard autiste. Ouf! Les parents sont soulagés. Ceci étant, entre nous, quand on connaît le profil des deux parents, il y avait assez peu de risques. Mais bon, passons les détails.
Parce que le petit, oui, au lieu de regarder le photographe et de faire des selfies, il étudie le design des poissons. Pour terminer tout à fait, je ne sais pas encore si le tout petit a son diplôme d'autisme. Il est encore un peu trop jeune, il faudra attendre quelques mois encore. Mais il y a déjà une chose dont je suis bel et bien certain, c'est que mon ami, donc le papa, sera un bien plus fiable, et j'oserais même dire un bien meilleur papa qu'un certain nombre de gens dits normaux. Voilà, merci beaucoup.